Quercy Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, un nouveau rendez-vous avec l'actualité du Nîmes Olympique sur le plateau de TV Sud. Avec ce soir, les gardiens du temple Croco, serais-je tenté de dire. Il s'agit des numéros 16 et du numéro 30 selon la numérotation de la LFP cette année en Ligue 2. Bonsoir Mathieu Michel. Bonsoir. Et bonsoir Cyril Merville. Bonsoir. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux gardiens au Nîmes Olympique. On va revenir bien évidemment sur les enseignements de la dernière journée de Ligue 2 avec cette défaite du Nîmes Olympique du côté de Clermont-Ferrand sur le plus petit des scores. Quelques regrets, peut-être un sentiment d'amertume aussi par rapport au profil de cette soirée. Avec nous pour le commenter, bien évidemment, notre coach Patrick Champ. Salut Patrick. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Seul à table, en l'absence d'Olivier. Ça fait faux beau. Qui malheureusement nous a fait faux bon, alors que vous remarquerez, ça fait à peu près 2 semaines qu'Olivier n'est pas présent, alors que notre photo mystère lui était à fait destiné. Vous allez voir, réfléchissez d'ores et déjà. On avait essayé de faciliter la tâche d'Olivier sur ce portrait d'un ancien Croco. Alors c'est un petit clin d'œil, peut-être avec le futur adversaire du Nîmes Olympique, et puis aussi peut-être avec le poste occupé par nos 2 invités de ce soir, Cyril Merville ainsi que Mathieu Michel. Réfléchissez, tout le monde a trouvé ici autour de la table. On se retrouve d'ici la fin de cette émission justement pour en savoir plus sur l'identité de cet ancien joueur du Nîmes Olympique. On va sans plus tarder commencer immédiatement en regardant le 11 aligné par un autre ancien Croco, tiens, Régis Brouard, ancien joueur et ancien entraîneur du Nîmes Olympique qui désormais préside aux destinées sportives de ce club de Clermont Foot 63. Avec dans les buts Fabien Farnol, Jacques Salz, un habitué de la défense auvergnate. Et puis on voit Saadi en pointe, Nkololo ou encore le fameux Yannis Salibur qui a causé quelques petits soucis, en tout cas dans les couloirs, qui a fait parler la différence sur certaines phases de jeu. Le 11 de départ aligné par Régis Brouard. Avec Patrick, on le dit, cette équipe clermontoise fait partie de ces formations de Ligue 2 qui, une année sur l'autre, réalisent un parcours plus ou moins honorable. Et là, depuis quelques matchs, ça n'allait pas trop pour les hommes de Régis Brouard. Ben, disons qu'il y avait un petit peu le feu chez eux, puisque bon, ça faisait, je crois, 4 ou 5 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. L'équipe, les joueurs entre eux, il y avait quelques soucis, mais je crois qu'on est arrivé au mauvais moment chez eux. Même s'ils n'ont pas fait un grand match, ils ont su faire l'essentiel, c'est-à-dire gagner cette rencontre contre Nîmes Olympique qui n'a pas rempli son contrat sur cette rencontre. Vous faites référence certainement aussi à l'accrochage qu'il y a eu à l'entraînement durant la semaine entre Farnol, le gardien de but, et l'un de ses défenseurs. Il a fallu que Régis Brouard un petit peu calme les esprits de l'ensemble des éléments de son groupe. On va regarder le 11 aligné par René Marsiglia vendredi soir du côté de Gabriel Montpied face à Clermont. Peu de changements si ce n'est la titularisation de Jean-Alain Fanchon en lieu et place de Mathieu Robaille qui occupait le poste de latéral gauche. Et puis vous le voyez en l'absence de Samir Benmeziane qui n'a pas été du déplacement pour des raisons physiques par rapport à un coup qu'il avait reçu la semaine de l'entraînement. C'est Anthony Koura qui a été titularisé avec le banc. On vous retrouve bien évidemment Mathieu sur le banc et Cyril, notre invité aussi, dans les cages nîmoises. Est-ce qu'il y avait, on va dire, je dirais pas une forme d'impréhension Cyril, mais une préparation dans la causerie de René Marsiglia par rapport au fait que cette équipe de Clermont était une équipe un petit peu touchée, une bête qui était à terre et qu'il fallait d'autant plus s'en méfier? Ah oui, c'est ce qu'il nous a dit, de se méfier de cette équipe. Il nous a rappelé aussi que nous, il n'y a pas longtemps, on était un peu dans leur situation, c'est-à-dire où on n'avait pas enchaîné, on n'avait pas gagné depuis pas mal de temps, et il nous a dit que les séries s'arrêtaient à un moment donné, donc c'est pour ça il nous avait quand même dit de faire très attention, et ça s'avérait qu'il avait raison. Et on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour au moins ramener le point du match nul de là-bas. Un point qui était, on peut le dire Mathieu, quand même très abordable au vu de la physionomie de la partie. Ouais, c'était quand même assez serré, ça s'est joué sur un petit détail, ce penalty. Donc voilà, après c'est sûr que de ramener un point là-bas, ça aurait été quand même une meilleure opération, mais bon, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, je pense, pour le faire. Donc voilà, maintenant il faut passer à Caen.
On va essayer de décrypter tous les enseignements de cette partie dans un premier temps via ce résumé de la rencontre. Moins de 2 mois après son dernier échec à 3, le Nîmes Olympique de René Marceglia a connu vendredi soir à Clermont-Ferrand sa 2e défaite depuis le début de l'année. Un revers au goût amer dans la mesure où les Nîmois n'ont pas montré leur meilleur visage face à un collectif auvergnat n'étalant que peu de choses dans le jeu. Auteur d'une bonne entame de match, les Crocos se créaient les premières occasions, la frappe d'Anthony Koura étant détournée en corner par le portier clermontois dès la 7e minute de jeu. 8 minutes plus tard, les hommes de Régis Brouard s'installaient dans le camp Croco, Nkololo adressant un tir cadré, forçant Merville à se coucher sur la balle. Profitant des insuffisances des Crocos dans le jeu long ou sur le manque de qualité de transmission de balle, les Auvergnats conservaient le ballon sans que Saadi ne trouve toutefois le cadre. Une domination stérile qui allait trouver une conclusion heureuse pour les locaux, l'arbitre Ben El Hadj sifflant un pénalty litigieux pour une faute de main peu évidente de Poulain à la lutte avec Saadi. Un cadeau à quelques secondes de la pause, converti en but par un très remuant Salibur. De retour des vestiaires et avec un but de retard, les Nîmois allaient bien tenter de revenir dans la partie, encore une fois par l'intermédiaire de Koura, titularisé en l'absence du buteur Ben Méziane, avec cette frappe trop croisée à la 48e minute. Clermont qui aurait pu tuer le match à un quart d'heure de la fin, après un numéro dans une défense dépassée, Salibur trouvait le poteau droit de Merville, ratant la balle du 2-0. On était dans une série de matchs négatifs sur l'aspect comptable et voilà, donc on était à la recherche de cette victoire. Alors après c'est une victoire tirée par les cheveux, on a senti beaucoup de tension dans ce match, une entame de match un peu difficile, compliquée. On est une dizaine d'équipes à la course au point et voilà, donc on attendait qu'ils nous donnent ça, cette victoire, et ils nous l'ont donné, donc voilà. Un match nul que les Crocos auraient pu accrocher dans les derniers instants avec cette magnifique reprise de Jean-Alain Fanchon, boxé par Farnol à la 88e minute. Match très moyen, on a été moyen de partout, mais on l'accepte. Et puis autant, je pense qu'il faut qu'on garde la lucidité comme nous l'avons eu jusque-là. C'est un coup d'arrêt, mais ne voyez pas là une mise en... comment dire en danger ou quoi que ce soit. Je pense sincèrement que ça va nous servir. En football, il ne suffit pas d'être meilleur que son adversaire, mais il faut avoir plus envie. Et aujourd'hui, l'envie, elle était du côté de Clermont. Score final 1-0 et un prochain déplacement vendredi à Caen. Un match très important qui permettra de jauger la capacité de réaction des Crocos qui ne se sont jamais imposés sur la pelouse de Michel Dornano. Et on espère une fin de série justement pour le Nîmes Olympique avec peut-être une première victoire vendredi à l'extérieur sur la pelouse du stade Malherbe de Caen. Après, on le disait, cette rencontre et cette défaite remplie de regrets pour le Nîmes Olympique parce qu'il y a quand même eu des actions de part et d'autre, on l'a vu dans ce résumé. On va revenir justement sur les temps forts de la première période qu'on va commenter ensemble, messieurs, avec le Nîmes Olympique qui s'est distingué dès la 3e minute, tout d'abord sur ce coup franc de Ousmane Sissoko. Qui est allé chercher là-bas au second poteau Hakim Amrani et qui a forcé Fabien Farnol à s'employer. Il y a eu encore cette fameuse frappe d'Anthony Koura qui a occasionné en suivi un corner. L'entame n'était pas mauvaise, hein. Disons qu'il ne manque pas grand-chose. Parce que quand on voit, puis après c'est vrai que ça s'est désagrégé un petit peu, parce que quand même René Marceglia a fait une équipe offensive, hein. On ne peut pas dire qu'on a joué petit bras là-bas. Je pense qu'on a manqué certainement un petit peu de jus sur cette rencontre, ouais. Ça peut arriver, manquer de tonicité. Et ça, comme c'est collectif, à mon avis, c'est pas très très grave. Hein. On a vu les transmissions. Alors, sur le jeu court, c'est vrai qu'à 3 ça fonctionnait pas trop mal, notamment sur le côté gauche, entre Ousmane Sissoko, Vincent Granic et Anthony Koura. Mais peut-être, Mathieu, depuis le bas, on a pu observer que c'est vrai que les automatismes se font peut-être plus facilement avec Samir Ben Méziane, qui est la vraie pointe en fait, de cette équipe limoise. Bah, ouais, pas forcément. Enfin, je veux dire, on travaille, Anto, Samir, tout ça travaille aussi à l'entraînement pour ça. Donc, ils sont quand même habitués à jouer avec les joueurs. Mais bon, voilà, c'est deux styles de jeu différents. Mais bon, voilà, Anto, ce soir, s'est créé quand même deux occasions. Donc, il y avait aussi de quoi faire.
Alors, on l'a vu également avec une frappe de loin de Nenad Kovacevic qui espérait peut-être nous refaire le coup de Laval avec ce but des plus brillants. Ça n'a pas été le cas vendredi soir sur la pelouse de Gabriel Montier. Du côté des Rouges et Bleus du Clermont Foot 63, bien, il y a aussi eu des occasions. Mais vous allez le voir, dans un premier temps, ça n'a pas été cadré lors du premier quart d'heure. Il y a eu des frappes qui sont passées le plus souvent au-dessus de vos buts, Cyril, ou en tout cas les frappes n'étaient pas suffisamment ajustées. Il a fallu attendre le quart d'heure de jeu pour voir ce tir de Nkololo sur la première prise de balle qui vous a permis véritablement de vous mettre en confiance, sur laquelle vous vous couchez bien. Ouais, c'est vrai que c'était au début, j'ai pas eu trop de boulot. Après, c'est la première frappe cadrée. Ouais, c'est une frappe qui est sur moi, mais qui bouge un petit peu. C'était pas non plus un gros arrêt, mais bon, ça m'a permis d'être dans le match. Et voilà, après, sur l'ensemble du match, j'ai pas eu grand-chose à faire non plus. Ça a dit la pointe clermontoise qui a parfois manqué de percussion dans ses duels et de précision dans ses frappes. On voit ici encore un ballon récupéré par la défense limoise. Fabien Farnol qui fait ce dégagement à la toute limite de la surface de réparation pour justement aller chercher l'avant-centre clermontois. Mais là encore, la frappe n'était pas cadrée. Et encore sur un corner, eh bien, il n'y a pas eu véritablement, on va le dire, de danger. On le verra plus, Patrick, sur la seconde mi-temps. Le danger est plus venu des couloirs. Oui, parce que là, c'était équilibré. Là, on va voir après, soi-disant pénalty qui a été sifflé. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu spécial. Là, quand on le voit à la télé, je l'ai revu 2 ou 3 fois. C'est pas évident de siffler. Bon, mais si l'arbitre il a dit au départ, toutes les mains je les siffle, alors là aussi... c'est un peu gênant parce que c'est quand même ce qui fait basculer le match. Le premier qui marquait gagnait sur une rencontre comme ça, quand il y a très peu d'occasions. Ça, c'est une occasion qui leur a été donnée. Je ne poserai pas je vais me faire l'avocat du diable, je ne poserai pas la question de la légitimité du pénalty ou pas. Je poserai la question de savoir qui fait la main en premier. Oui, voilà. C'est sûr. Ouais, et on va justement essayer de voir ça en image. Alors c'est peut-être compliqué pour vous, Cyril, de l'estimer, parce que vous avez finalement, de là où vous vous trouvez, vous avez Benoît Poulet au premier plan. Sur le coup, je n'avais pas vu que l'attaquant de Clermont avait touché le ballon de la main, mais quand on revoit l'image, c'est clair qu'on voit que c'est d'abord le mauvais contrôle avec la main du joueur de Clermont qui gêne Benoît aussi un peu. Après, c'est dommage que l'arbitre, je pense que l'arbitre n'a pas vu cette main-là et qu'il a pris pour moi la mauvaise décision. Maintenant, après, c'est comme ça. Hein. Question de perspective, parce que l'arbitre se trouvait face aux 2 joueurs, mais peut-être qu'il n'était pas dans le bon alignement. Là, c'est vraiment assez clair quand même que là, il la touche. La première main est l'œuvre de ça. Cyril, il ne peut pas le voir de dos. Non, de dos, je ne peux pas. L'avant-centre de Clermont, et ce qui finalement est, entre guillemets, est fatal à Benoît Poulain, c'est le fait qu'il soit au contact avec le joueur et qu'il ait les bras un petit peu légèrement écartés, ce qui peut laisser cette appréciation en termes de perspective. Dans le football, on ne peut pas jouer toujours les bras le long du corps, c'est pas possible. Là, on voit bien que c'est pas une faute de Benoît qui va chercher le ballon à la main, quoi. Moi, ça me paraît, sur les images, là, on les regarde encore, ça me paraît totalement illogique, quoi. Enfin, je veux dire. Elles sont quand même colo. Ils sont dans l'axe du corps, dur, quoi. Voilà, c'est une action. C'est dur. Pour moi, c'est très dur. Ça paraît assez évident. Alors, il y a toujours ce sentiment d'injustice qui peut accompagner ce genre de décision qui n'est jamais facile à prendre. On ne jette pas totalement, bien évidemment, la pierre, mais il y a quand même un pénalty en faveur de l'équipe locale. Et on vous voit là, Cyril, en train de frapper des mains. C'est une façon aussi de s'encourager, de se dire on va essayer de réparer les Puis se faire l'intox un peu au tireur. Ouais, j'étais devant le tireur en lui disant que le ballon il n'était pas encore au fond du filet. C'est normal, voilà, après, je pense qu'il... Ça fait partie du métier. C'est la pire occasion, ça, Mathieu, pour une équipe, c'est d'encaisser ce but justement quelques secondes avant le repos. Là, ça Pardon, c'est le pire moment pour encaisser un but. Ouais, c'est sûr. En plus, c'était avant la pause, donc une mi-temps qui n'avait pas trop mal débuté pour nous. Donc ça aurait pu on aurait pu régler 2-3 petits détails à la mi-temps. Et bon, c'est sûr que ce but, il nous met un petit coup sur la tête. Donc c'est pas le meilleur moment, on va dire. Ouais. L'occasion de but au retour des vestiaires avec forcément une causerie qui avait changé pour René Marsiglia qui espérait revenir au vestiaire sur un score nul et vierge. Et puis cette occasion de but entre les pieds d'Anthony Cora, 3 minutes après la reprise, malheureusement la frappe, on l'a précisé, était trop croisée pour trouver le cadre. Mais là aussi, Anthony Cora a montré qu'il y a un contrôle qui est magnifique. Le contrôle orienté est magnifique. C'est dommage après qu'il n'ait pas pu concrétiser, parce qu'il a voulu frapper peut-être un peu fort, alors qu'il y avait peut-être mettre un extérieur. En fait, c'est facile à dire quand on est assis. Là, dans la vitesse, enfin, il a joué, il a fait comme il fallait.
Juste qu'il n'a pas cadré, c'est tout. Et alors, ce buteur sur penalty, Yanis Salubur, le numéro 24 de Clermont, a fait parler sa différence un petit peu, notamment dans les couloirs, vous allez le voir, avec quelques alertes au niveau de la défense nîmoise, avec des ballons bien dosés, les espaces étaient bien trouvés. Là, malheureusement, il a mal estimé, peut-être qu'il a attendu que vous partiez d'un côté, je ne sais pas Cyril. Ouais, je pense qu'il a attendu un peu trop. Après, j'ai essayé de ne pas partir trop rapidement. Puis ça a permis, surtout au bon retour de Romain, qui a eu juste le temps de venir mettre un petit pointu, quoi. Petite balle piquée, le contrôle, et puis derrière, le mauvais choix. Et on va le voir, il y a eu également ce poteau. On va voir le poteau suivant justement de Yanis Salibur qui, sur une transmission de balle, a été récupéré donc par les locaux. On voit ici le contrôle, il va faire la différence, Salibur. Est-ce que vous sentiez justement la balle du chaos venir? Ouais, mais c'est un peu logique puisqu'on perdait 1-0. Je ne vais pas dire qu'on était désorganisé, mais bon, on essayait de se porter un peu plus vers l'avant. Donc, un peu plus découvert. On sait que quand une équipe gagne 1-0, ça fait quoi? Ça défend et ça contre. Et ils avaient quand même un ou deux attaquants assez rapides, donc on s'attendait à ce genre de situation. Je trouve qu'on les a pas trop mal gérés non plus. Bon, voilà, dommage qu'on n'a pas pu au moins revenir à un partout. Et l'égalisation était proche, on va le revoir sur ces images, encore une fois, messieurs, avec notamment Anthony Koura qui... alors c'est vrai qu'avec Olivier, lors du commentaire du match, c'est vrai qu'on a senti Koura, Patrick, sur le contrôle de cette balle, peut-être un petit peu gêné, le ballon qui arrivait un petit peu trop haut, entre le cou et le haut de la poitrine, c'était difficile de faire ce contrôle. Ouais. Ça se termine en corner, mais c'est vrai qu'il y avait une vraie situation. Il n'a pas pu la prendre comme il faut, c'est dommage parce que l'appel est bon. Et on voit le ici ballon était un peu haut. Le défenseur clermontois venir faire barrage devant l'avant-centre nîmois sur un corner qui malheureusement derrière ne donnera rien. Match animé jusqu'à la fin, on parlait quand même de la résumé de domination stérile, il y a quand même eu des phases de jeu plutôt intéressantes du côté nîmois, mais aussi clermontois, avec du fait de l'entrée notamment de Mehdi Latrèche. Vous allez voir une action sur laquelle, Cyril, vous allez être amené là encore à vous mettre en évidence et à faire preuve de toute la décision dans tout ce qui est spectaculaire, à savoir la sortie au pied, histoire de rassurer aussi votre défense. Et on le voit là sur cet arrêt réflexe. Essayer de fermer au plus les angles sur le côté. Ouais, là, c'est pareil. C'est un peu la même situation que tout à l'heure, sauf que là, bon, il a eu le temps de frapper. Donc voilà, c'est essayer de me mettre dans le bon angle, essayer de lui fermer le maximum la cage. Bon, après, si il est un peu plus adroit, peut-être que ça aurait fait mouche, mais là, je pense que j'étais bien placé et que c'était un peu plus difficile pour lui de marquer. Et il est un joueur qu'on a revu avec plaisir dans ce 11 nîmois, en qualité de titulaire. Lui qui avait été remplaçant lors des précédentes sorties, il avait pris la place de Mathieu Robaille. Il s'agit de Jean-Alain Falchon, qu'on va retrouver sur cette action de jeu à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Eh bien, il a été surprenant. Regardez, justement, sur un centre de Mathieu Robaille, détourné par Anthony Koura. Regardez cette reprise de Jean-Alain Falchon, dégagée au point par Fabien Farnol. On se dit... en revoyant ces images, que le numéro 3 nîmois aurait peut-être mérité une meilleure finition. Oui, effectivement, il fait une belle reprise de volée. Bon, c'est dommage qu'elle soit un peu sur le gardien de but, mais bon, c'est une frappe pure de gaucher, coup de pied magnifique, et le gardien là, il s'est fait briller aussi parce que bon, la frappe est belle, mais le ballon c'est pas trop dangereux. Allez, on revoit ce centre est magnifique là de Mathieu Robaille. C'est pour ça qu'on pouvait faire on pouvait faire le nul sans faire un grand match, loin de là. C'est pour ça que contre des équipes qui sont comme nous, c'est dommage de perdre des points, parce que c'est contre des équipes actuelles, comme ça soit le CAB, quand on va aller à Bastia, etc., Laval qu'on va recevoir. C'est là où le championnat va se jouer, il faut pas rêver. C'est les équipes contre lesquelles il faut prendre des points. La réaction de René Marsiglia à l'issue de cette défaite nîmoise, un coach Croco toujours autant philosophe. Ouais. Moi je suis un bon perdant quand les choses ne tournent pas, il faut accepter que... Ce soir, on a fait un match très moyen, on a été moyen de partout, mais on l'accepte. Et puis, autant, je pense qu'il faut qu'on garde la lucidité comme nous l'avons eu jusque-là. À savoir qu'il faut qu'on ait une vision très, très lucide de ce qu'on fait. Alors, quand on mérite les choses, on les a, mais bon, là, on ne méritait pas plus ce soir.
Alors que l'entame nous autorisait à penser que les choses allaient être peut-être bien. Et puis bon, on s'est éteint rapidement. Donc bon, c'est un coup d'arrêt, mais ne voyez pas là une mise en, comment dire, en danger ou quoi que ce soit. Je pense sincèrement que ça va nous servir. Voilà, il vaut mieux que ça nous arrive maintenant plutôt que si ça devait arriver à 2 matchs de la fin. Et René Marsiglia, Patrick, qui garde toujours son calme. Ouais, c'est bien, beaucoup de quel que soit le lucidité. résultat. Et c'est vrai que, ouais, quel que soit le résultat, mais il sait que, bon, en plus, que derrière, ça se rapproche. Il n'y a pas lieu de dramatiser encore plus. Je crois que là, il a le bon langage. Ça veut dire qu'aux joueurs, il faut se ressaisir le prochain match, essayer de faire un résultat. Il faudra faire un résultat. On va regarder les résultats de cette journée avec Nancy qui cueille à froid Butel dans le temps additionnel et met fin à l'invincibilité d'Arles à domicile, tout comme Metz qui a été battu aussi à domicile par Lens. Match nul 2-2 entre Auxerre et Dijon et sursis pour l'entraîneur de la GIA, Bernard Casoni. 7e défaite de la saison pour le Nîmes Olympique à l'extérieur. Score nul et vierge entre Créteil et Brest alors que Laval se donne un peu d'air face à la Lanterne Rouge Bastiaise. Match nul du futur adversaire du Nîmes Olympique au Havre. Carton de Niort qui se venge de sa déroute nîmoise en inscrivant 4 buts à la Berrichonne de Châteauroux. 4 buts également dans l'escarcelle de l'Estac et coup d'arrêt des Istriens dans la lutte pour le maintien. Enfin, hier soir, Angers a été battu 2-0 sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher. Au niveau du classement, après cette 27e journée, Metz n'a plus que 3 points d'avance sur Lens. Et la 3e place, regardez, détenue par Angers, peut désormais être visée par pas moins de 5 équipes. Niort, Caen, Dijon, Tours et Nancy. Situation identique en fin de tableau puisque Nîmes, Brest et Istres ne comptent finalement que 3 points de retard sur la 12e place, même si Brest, on le rappelle, a un match à jouer. 12e place détenue par le Havre. Pas moins de 10 équipes sont concernées dans cette lutte très serrée pour le maintien. Lorsqu'on voit ces chiffres, Mathieu, on se dit que tout peut arriver. En tête comme c'est vrai, un coup de peloton. Ça s'est vachement resserré derrière. Il y a beaucoup d'équipes qui ont été remises dans le wagon, on va dire, de l'opération maintien. Donc, tant mieux d'un côté, voilà, ça permet d'avoir plus d'équipes à portée de main, on va dire. Au programme de la 28e journée, match important pour Brest face à Tours. Les Brestois qui joueront leur match doublement reporté face à Angers, en théorie, mardi prochain. Nîmes jouera une rencontre très importante face au Stade Malherbe de Caen, on l'a dit. Alors qu'Istres accueillera le Clermont Foot de Régis Brouard à Parsemin. Rencontre piège pour les Auxerrois du côté de Francis Lebasser, avec un effet psychologique du côté des Tangos depuis l'arrivée de Denis Anco. Enfin, déplacement difficile pour l'AC Arles lundi prochain sur la pelouse de Bollard face au sang et or d'Antoine Cambouaré. C'est une journée très importante. Très importante. Ouais. Cyril, quand ça reste quand même un bon souvenir parce que les Nîmois avaient brillé à domicile un samedi après-midi au Costières. Ouais, c'était un match un peu particulier parce qu'avec le report du vendredi soir et le match du samedi. Non, mais c'était un match, que ce soit celui du vendredi soir qu'on avait entamé ou celui du samedi, où j'avais trouvé l'équipe vachement très entreprenante. Et à l'arrivée, quand on est entreprenant, on est souvent récompensé. Et on avait quand même produit un très beau match et on avait fait plaisir à tout le monde. On s'était un peu rassuré et on avait pris les 3 points. On rappelle que Croco Hebdo, c'est tous les mardis à 19h et à 20h45 sur TV Sud Camargue-Cévennes. Rediffusion sur nos 2 antennes le mercredi à 11h15 et 16h. N'oubliez pas l'avant-match le jeudi soir 20h10, rediffusé le vendredi à 13h10. On observe une courte pause et on se retrouve après le journal pour la seconde partie de cette émission Croco Hebdo. La seconde partie de Croco Hebdo avec les gardiens de but du Nîmes Olympique, 2 des 3 gardiens professionnels de l'effectif Croco, Cyril Merville et Mathieu Michel, de retour de ce déplacement de Clermont-Ferrand. Et face à eux, notre consultant, notre coach Patrick Champ, qui avait chaussé ses lunettes pour lire les notes et les étoiles d'une célèbre revue footballistique du mardi. Ouais. Je regardais surtout que la meilleure attaque du championnat, c'était Caen, donc il fallait faire attention. Et avec Duhamel, 13 buts, Phare, 8 buts. Disons que, comme on disait en aparté avec Cyril, ils ont quand même une attaque flamboyante. C'est à nous d'être rigoureux et essayer après, par contre, d'aller faire un résultat, parce que je pense qu'il faut faire un résultat positif à Caen. On en est capable. Vendredi soir.
Cyril, est-ce qu'il y a une appréhension particulière justement lorsqu'on va rencontrer la meilleure attaque du championnat, ou bien est-ce que finalement c'est source de motivation pour dire je vais encore briller 2 fois plus pour l'équipe? Ouais, c'est plus une motivation qu'une appréhension, au contraire. Quand on joue devant je sais pas que c'était la meilleure attaque, mais voilà, on sait qu'on va être mis à contribution, donc voilà, c'est peut-être aussi une source de concentration supplémentaire. C'est peut-être ce qui nous a manqué à Clermont aussi, et j'espère que sur ce match-là, on sera, comment dire, on commencera du début, mais qu'on ira jusqu'à la fin du match en ayant cette concentration-là. Préparation de match pour vous, messieurs, avec toujours ces séances de travail organisées avec le staff. Mathieu, Sébastien Jiménez, entraîneur des gardiens depuis maintenant plusieurs saisons au sein du Nîmes Olympique. Est-ce qu'il y a eu une évolution des séances depuis l'arrivée de René Marsiglia, ou bien est-ce que finalement il y a toujours le travail conduit par Sébastien, ou est-ce que le staff a un petit peu réorienté la manière avec laquelle vous entraînez? Non, pas spécialement. Nous, côté des gardiens, on a toujours ce travail avec Seb en amont du travail avec les joueurs. Donc on a une petite partie spécifique avant chaque séance. Mais non, ça n'a pas forcément évolué. Après, on va dans les jeux avec les joueurs, mais sinon, il y a toujours cette partie-là avec Seb. En tout cas, il y a le côté ludique. On sent que les joueurs, sur les séances d'entraînement de jeu, notamment à 3 groupes par exemple, les joueurs prennent du plaisir justement sur ces séances d'échauffement qui sont beaucoup plus ludiques que ce qu'elles pouvaient revêtir auparavant. Ouais, sans doute. Nous, on n'est pas forcément sur ces parties-là, mais ouais, c'est vrai qu'il y a il y a peut-être un petit peu plus de jeu, donc forcément, oui, derrière, ça amène un petit peu plus de plaisir, ouais. Du jeu, justement, pour les joueurs, on parlait de la meilleure attaque du stade Malherbe de Caen. On pense forcément à notre meilleur buteur, Samir Benmeziane, premier avec 9 réalisations. Samir Benmeziane, qui d'ailleurs, en sa qualité de buteur, réfléchit sur d'autres sujets propres au vestiaire. Mathieu, il vous pose cette question. Écoutez. Ok, ben voilà, j'ai une question pour Mathieu Michel. Ben, tout simplement savoir s'il connaissait les règles de la contrée et si s'était amélioré. Donc voilà. La parole est à la défense. Ouais, bon, je me doutais que j'allais être attaqué sur ce point-là. Parce qu'on fait face à une très bonne équipe, il faut savoir, dans les déplacements, qui est composée du capitaine et de Cyril ici présent. Donc ils sont assez durs à battre, et j'ai pas encore trouvé la solution avec n'importe quel partenaire. Donc je cherche le partenaire qui me fera gagner, et c'est sûr que ça n'a pas été Samir en tout cas. Allez, un mot sur le classement des joueurs en termes de temps de jeu. Cyril Merville qui est toujours leader avec une percée notable de Jérémy Cordoval qui s'empare de la 2e place, signe de l'importance de l'ancien latéral droit cristolien dans le 11 Croco. Vous êtes premier en termes de temps de jeu. Cyril, vous avez disputé la quasi-totalité des parties depuis le début de la saison. Comment vous voyez votre avenir au Nîmes Olympique ? Je le vois déjà à court terme. Il me reste 3 ou 4 mois de contrat. Donc pour moi, le plus important, c'est de bien terminer. C'est de faire en sorte que le Nîmes Olympique soit en Ligue 2 l'année prochaine. Et puis après, il sera temps de discuter avec l'entraîneur, le président, parce que je pense que les deux, c'est essentiel. On ne peut pas aller l'un sans l'autre. Et voilà, moi, je me plais bien ici, j'ai des bonnes sensations. Pourquoi pas, j'arrive à un âge où je vais sur mes 32 ans, mais franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression que je pourrais encore continuer pas mal d'années. Donc, j'ai toujours la pêche aux entraînements. Donc, moi, je suis pas, dans ma tête, je suis pas prêt d'arrêter. Maintenant, après... J'espère sincèrement être ici l'année prochaine, mais bon, après, si c'est pas là, c'est les aléas du foot, c'est comme ça sera, je l'espère, ailleurs. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice, on le rappelle, lorsque vous avez signé en cours de saison lors de l'année nationale, avec ce titre de champion de France de national à la clé, on s'en souvient, pour venir suppléer Edar Al-Shaibani en qualité de titulaire. Est-ce que vous avez de bonnes relations dans ce vestiaire nîmois, Cyril ? Avec les autres joueurs? Ouais, après, bon, j'ai ma personnalité, tout le monde me connaît, je
C'est vrai que des fois je fais pas la tête, mais je suis tellement perfectionniste dans tout que des fois il y a des choses qui m'énervent. Mais bon, voilà, on en rigole. Maintenant, les joueurs connaissent mon caractère et bon, moi aussi, des fois, j'en rigole. J'en joue même aussi des fois. Donc voilà, c'est très bien. Et non, je pense avoir une place importante dans le vestiaire et ça me convient parfaitement. Une place d'importance, ces relations avec les joueurs auxquels on faisait référence. Vous allez voir, il y a quand même encore quelques questionnements de la part de... Ça, j'en doute pas. De certains, peut-être même chez les plus jeunes. Je vous propose de regarder cette nouvelle question. Alors, j'ai une question pour Cyril Merville. Voilà, je voulais savoir pourquoi il était aussi agressif et associable avec nous dans le groupe. Donc voilà, merci de me répondre, ça serait gentil. Ouais, surtout avec Renaud. Il y va pas avec le dos de la cuillère, on aurait pas. Non, mais ça, je connais le petit Renaud, mais je lui en fais baver tous les jours, donc c'est normal, il y a le retour du bâton, mais non, c'est surtout avec les jeunes, c'est vrai que par moments je suis un peu dur, mais j'essaie de leur faire comprendre comme ça certaines choses par des attitudes, que je peux avoir, que leur dire que le football c'est pas simple, c'est vrai que c'est une passion, mais c'est aussi un métier et que il faut prendre du plaisir, ça c'est une chose, mais il faut aussi être professionnel sur tout ce qu'on peut faire, sinon on dure très, enfin c'est très léger quoi, la carrière va très vite et devenir pro, ça ne s'improvise pas, clairement. Non, enfin sur la durée surtout. Ouais. On peut avoir le premier contrat pro, c'est pas ça le plus important, mais c'est surtout la durée. Et si on n'est pas exigeant envers soi-même, c'est sûr que la carrière s'arrête au bout de 2 ou 3 ans. Côté buteur, on va revenir sur nos statistiques. Vous le savez, Samir Benmeziane est toujours en tête des goléadors Croco. Lui qui n'a pu faire le déplacement à Clermont-Ferrand, talonné par Vincent Granic, auteur de cette réalisation victorieuse depuis le début de la saison. On voit ici la liste des autres joueurs du Nîmes Olympique qui ont marqué. On sait que les buteurs, parfois, ils ont leurs habitudes. Est-ce que les gardiens de but également? On sait qu'il y a parfois des superstitions, mais est-ce que vous concernant, Mathieu, vous avez des habitudes particulières lorsque vous officiez dans les cages, que ce soit en termes vestimentaires ou bien des petits gris-gris lorsque vous arrivez sur la pelouse? Je vois déjà Cyril qui dodeline de la tête. Je sais que Cyril a un petit gris-gris, ouais. D'ailleurs, ça nous a apporté quelques résultats. Maintenant, personnellement, non, j'ai pas spécialement de... Si, je fais quand même de petites attentions parfois sur certaines choses, mais je suis pas superstitieux plus que ça. Donc j'ai pas de vêtements ou pas d'objets particuliers qui sont censés me porter bonheur, non. Y compris dans votre manière de vous vêtir, ou en tout cas de porter votre tenue de match? Après, il y a une façon d'aborder les matchs qui est propre à chaque gardien. Je sais que bon, y a des choses avant chaque match que j'aime faire, la façon de se préparer, des échauffements. L'échauffement de Cyril, par exemple, est peut-être différent du mien. Il y a des choses différentes qui nous permettent de nous sentir bien, mais sur les choses vestimentaires, non, pas forcément. Bon, écoutez, on va faire peut-être une piqûre de rappel par le biais de quelqu'un avec qui vous vous entraînez, qui frappe souvent au but. Je vous propose d'écouter cette nouvelle question. Moi, ma question aujourd'hui, Omrani Abdelhakim, je la pose à Mathieu Michel. Je voudrais savoir ton tic de remonter les manches, il est dû à quoi? Je voudrais que tu nous répondes un peu à toute l'équipe. Je te remercie. Un tic, il a dit. Ouais, mais ça, c'est pas dans, on va dire, c'est pas seulement dans le football, c'est dans la vie de tous les jours. J'ai souvent l'habitude de remonter mes manches, que ce soit du survêt ou de votre t-shirt aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ouais, voilà, du survêt, du t-shirt aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aime remonter mes manches. J'aime pas quand ça tombe au niveau des poignets. Du coup, je me fais souvent chambrer là-dessus par Hakim, par Pierrot, les premiers qui sont au rendez-vous pour ça. Et on voit à côté de vous Cyril qui est d'accord avec ça. Les tenues vestimentaires de Matt Mich le matin, c'est extraordinaire. Ouais, ça dépend du point de vue. Ouais. Allez, au niveau du classement des passeurs, on rappelle les deux perles noires du Nîmes Olympique, Mouri Ogunbi et Ousmane Sissoko, leader avec 4 passes décisives et qui se partagent la première place des passeurs qui sont parfois buteurs. Alors, je veux parler des défenseurs. Est-ce que vous êtes étonné, Mathieu,
peut-être des qualités de finisseurs de nos buteurs, de nos défenseurs. On a vu Benoît Poulain être passeur décisif, on a vu Romain Sartre récemment buteur, ou encore Aurélien Bosch. Est-ce que vous appréciez cette qualité de finition de la part de ceux qui sont devant votre ligne de but? Oui, c'est toujours après ça. Puis ils ont le gabarit pour aussi, ils sont tous grands, costauds, donc sur les coups de pied arrêtés, forcément, ils amènent leur gabarit. Mais non, même venant de la part de Ben, ils ont quand même tous assez une certaine qualité technique qui leur permet, quand ils se retrouvent dans les buts, de savoir quoi faire. Donc tant mieux, c'est bien. Grand costaud en termes de gabarit, vous pensez à quelqu'un en particulier ou pas? Oh, ça c'est la question. Ouais, ça sera la question, ça. Non, pas spécialement, mais j'attends de voir. Quelqu'un de grand. Alors Un défenseur central. Ouais, Benoît Poulain, si. Oui. Ouais. Ou bien Ou Aurélien Bosch, ou par exemple. Romain Sartre. Ouais, Aurélien, on va l'écouter, il va vous poser une question. Alors ma question s'adresse à Mathieu Michel. En fait, il y a une incompréhension, c'est plutôt un coup de gueule, quoi. Je voulais qu'il me justifie un petit peu ses choix au niveau des voitures, parce que là j'ai vu que récemment il avait changé, mais pour reprendre exactement la même. Donc j'ai pas très bien compris le concept. Et de deux, il nous a mis des jantes un peu particulières dessus, donc je voulais qu'il m'explique si c'est la nouvelle mode aux États-Unis ou si ça va arriver bientôt en France. Voilà. Merci Mathieu. Vous les avez gardés toutes dans les registres et vous les sortez bien dans les questions en fait. Près, ouais, vous avez été très sollicité comme Hakim Omrani il y a peu de temps. Pour la voiture, non, j'ai fait un choix qui est pas celui de tout le monde. J'ai décidé de prendre une marque qui est pas forcément commune, donc forcément ça fait parler dès qu'on prend pas, on prend pas comme les autres, mais j'en suis très fier. Et très content de cette voiture. Cyril, on parlait de ces échanges, c'est vrai sur les déplacements. Vous jouez aux cartes, c'est super sympa. On parle de Benoît, on a vu Aurélien Bosch. C'est très important pour un gardien de faire corps avec ses défenseurs et d'être un petit collectif au sein même du collectif. Ouais, enfin. Après, nous, les gardiens, on est déjà un peu à part. C'est vrai qu'en déplacement, ça nous fait du bien de se sentir un peu comme tout le monde. Et moi, je suis un peu à l'ancienne et c'est vrai que jouer aux cartes, par exemple, j'adore ça. Maintenant, c'est les PlayStation et tout. Et moi, j'ai été formé par l'ancienne génération. Puis les déplacements passent un peu plus vite. Mais c'est vrai que ça nous permet de rigoler aussi, taquiner, on se taquine entre nous. Et ça dénote aussi le bon état d'esprit du vestiaire, malgré la saison en demi-teinte qu'on peut effectuer. Donc voilà, pour moi, c'est essentiel. L'état d'esprit, Patrick, ça fait partie des choses à défendre au sein d'un groupe. Oui, effectivement, mais je crois qu'après, quand ils font les déplacements, c'est quand même mieux. Nous aussi, à l'époque, ça jouait au rami, on jouait au rami. Maintenant, ça a changé, c'est la contrée. Mais c'est vrai que ça faisait passer le temps. Et c'est vrai que les gardiens de but qui sont à part, et quand on dit le nouvel entraîneur arrive, il fait confiance à l'entraîneur des gardiens de but, parce qu'à part si lui, il a été gardien de but, il connaît, sinon on ne connaît pas. Et on a beau dire, on peut faire une séance à des gardiens de but, mais le vrai connaisseur, c'est l'ancien gardien qui, à un moment, peut faire progresser c'est protégé. Même si vous êtes à manche courte ce soir, Mathieu, on va vous rhabiller pour l'hiver parce que je crois que votre voisin de table avait une dernière question à vous poser. Écoutez-le. Bon, moi, c'était une petite, pas une petite question, mais une petite remise en cause. Je voulais parler un peu à Matt Mich. Je voudrais que tu t'expliques un peu à la France entière pourquoi tu perds tout le temps aux cartes et surtout à la belote. Quel que soit ton partenaire, je crois vraiment que le point faible de la belote, c'est toi. Donc remets-toi en question parce que j'en ai marre de te piquer de l'argent et te piquer des jeux à gratter. Donc voilà, allez, travaille bien à la belote et tu reviendras quand tu seras plus fort. Vous êtes le maillon faible ou quoi? C'est pas possible. Non, je dirais pas ça. Parce que j'ai ouï dire quand même que vous avez battu aussi aux fléchettes dans le salon de maquillage. Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, là, je peux pas forcément dire grand-chose puisque Cyril fait partie de l'équipe qui remporte à chaque fois la victoire. Donc ou ils sont très très bons, ou alors on triche très bien. Des astuces sur lesquelles on n'est pas au courant. Donc j'y travaille, j'essaie de voir un petit peu si ça vient de moi ou si ça vient d'eux qui ont peut-être
petits signes, je sais pas, je vais travailler dessus, je vais faire mon enquête. Allez, on vous le souhaite. Gageons que cette bonne humeur et cette culture de la gagne vous porte bonheur pour le déplacement de vendredi du côté du stade de Michel Dornano. Caen, tiens, il est natif de Caen, je crois que tout le monde avait trouvé autour de cette table. Il a fréquenté les rangs de la CFA2 de l'équipe caennaise en tant que doublure de Luc Borelli. En national, il gardera les buts d'Istres, Créteil et Martigues, division au sein de laquelle il évoluera également sous les couleurs du Nîmes Olympique de 2002 à 2007. Il mettra fin à sa carrière sous les couleurs du ZES et vous le connaissez bien, Patrick, puisque ça a été l'un de vos joueurs, je crois. Voilà, disons que quand j'ai fait l'intérim là, pour qu'on se sauve, c'était le gardien de but. Et c'est un super gardien de but avec une mentalité aussi, un peu comme Cyril, c'est un peu les anciens. C'était quelqu'un qui a tiré vers le haut pour qu'on s'en sorte. Cédric Duchesne, c'est ce que je souhaite. Ouais. L'ancien portier Croco. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Cyril et Mathieu. Bon match vendredi. Merci, Patrick. En temps de retrouver Olivier. On vous retrouvera également aux commentaires très bientôt au Costières. Merci de votre fidélité à Croco Hebdo. Rendez-vous jeudi soir pour l'avant-match. Et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.